très heureux de vous recevoir à Nice et je remercie Gaël Charvet, le président d'Innova Press, d'avoir choisi notre ville comme destination pour votre 4e forum. Au fond, que vous l'organisiez ici est un beau témoignage à notre égard, que nous apprécions avec à la fois mes collaborateurs, le directeur général de l'EPA, mon adjointe en charge du développement économique, mon directeur général des services techniques, puisque nous avons fait, il y a 11 ans, lorsque m'a été confié d'administrer cette cité, le pari d'abord de reconquérir son authenticité, qui avait été un peu dénaturée au cours du siècle écoulé, et ensuite de l'engager vers le 21e siècle. Et nous avons intitulé ce projet Nice, ville verte de la Méditerranée. Et j'ai le sentiment, en regardant la manière dont se sont déroulés les 3 précédents forums, dont vous définissez vos tables rondes, vos échanges et la qualité des invités qui sont les vôtres, que c'est dans cet esprit-là que vous invitez chacun à pouvoir débattre, échanger, bâtir des réseaux sur les échanges de bonnes méthodes et de bonnes pratiques pour essayer d'adapter des cités dont toutes, forcément au cours du XXe siècle, par rapport à leur histoire ancienne, sur la Méditerranée, ont été un peu dénaturées de ce que nos anciens leur avaient donné comme orientation, et en même temps ont été projetés vers un XXIe siècle dans de mauvaises conditions. Je dis toujours, lorsque je regarde partout dans le monde d'ailleurs, que les villes anciennes sont bâties à l'est, là où se lève le soleil, au bord d'un fleuve, là où il y a de l'eau qui arrive, et puis elles se développent très mal vers l'ouest, et partout dans le monde on assiste à la même chose, et plus particulièrement en Méditerranée. Et bien sûr, Nice n'a pas été exonérée de devoir subir cela, tant que nous étions sur des plans d'urbanisme de nos anciens qui, eux, savaient ce qu'était le développement durable, euh, au 9e, au 13e, au 15e, au 16e, voire au début du 19e siècle. Les villes se sont développées avec une certaine harmonie et avec une réflexion scientifique d'ailleurs, y compris sur la préservation de la température dans le logement, à l'abri du froid pour l'hiver, à l'abri du chaud pour l'été, avec des circulations d'air structurées et organisées dans l'orientation des rues, des artères, etc. Et puis on est rentré dans cette espèce de XXe siècle tout à fait débridé, où on s'est dit que chaque fois qu'on avait quelque chose dont on avait besoin en service public, en équipement, en hôpitaux, en commissariat, en logement, qu'on allait les jeter progressivement sur le foncier disponible à l'ouest, n'importe comment, sans aucune réflexion, sans aucune structuration, sans aucune organisation urbanistique. Nous avons eu à Nice une chance inouïe, c'est de dépendre du duché de Savoie, du royaume de Piémont-Sardaigne, et donc de disposer, encore au début du XIXe siècle, d'une agence qui s'appelait le Consiglio d'Ornato, le Conseil d'ornement. À cette époque, c'était en 1825, on a fait un plan d'urbanisme pour, je dirais presque les 100 ans à venir. Nous avions la ville ancienne qui était sur la rive gauche du fleuve historique le Paillon, avec la colline du château et la vieille ville à son pied, le port qui a été creusé à l'intérieur de la cité, puisque notre port a été creusé dans la ville, et on a décidé de dessiner la ville du futur sur la rive droite du fleuve, à partir de ce conseil d'ornement, le Consiglio d'Ornato, et de la structurer parfaitement. Il se trouve qu'en même temps, en 1860, devenu français, nous étions sous le régime urbain haussmannien du Second Empire, et que tout ça tombait parfaitement bien, puisque nous avons jusque un peu plus loin au boulevard Gambetta une ville du 19e siècle qui est parfaitement décidée, avec des artères qui descendent toutes perpendiculaires
à la promenade des Anglais, qui sont toutes parallèles à cette même promenade des Anglais en remontant vers le nord, je dirais, pour la partie sud et cette première partie ouest de la ville. Et puis, on arrive au début du XXe siècle, et au-delà du boulevard Gambetta, c'est le grand n'importe quoi jusqu'en dans la vallée du Var, au pied de l'aéroport international de Nice. Donc voilà, il y a 11 ans, on s'est dit on va reprendre tout ça. Vous me direz, vaste chantier, chantier impossible, chantier de 50 ans. Je crois pouvoir dire avec mon équipe qu'en 10 ans, en 10 ans, on a réussi à inverser complètement le cours des choses, en reprenant au fond les mêmes fondamentaux, à partir d'architectes urbanistes auxquels nous avons fait appel. Je pense à Josep Luis Mateo, cet architecte catalan, ou encore cet architecte français Christian de Villers, en nous dotant d'outils juridiques, à partir bien évidemment d'une stratégie d'avenir. Nous étions une ville balnéaire de tourisme, et après avoir été ministre de l'aménagement du territoire, devenu ministre de l'Industrie en plein cœur de la crise, et face aux indicateurs dont je disposais, on a décidé de franchir un tournant industriel. J'ai vite compris que nous ne serions pas tournés ni vers la sidérurgie ni vers le textile, mais qu'il y avait un nouveau sujet autour du numérique qui commençait à poindre, c'était les écotechnologies. Et donc nous avons décidé, enfin j'ai fait un petit délit d'initié en tant que ministre en accordant à ma ville une opération d'intérêt national sur près de 15 000 hectares dans la basse vallée du Var, qui est aujourd'hui dédié à la fois aux écotechnologies, à l'innovation sous toutes ses formes, et à la santé. L'environnement et la santé sont deux sujets industriels majeurs pour la ville, et en moins de 10 ans, nous avons réussi à faire monter notre chiffre d'affaires de près de 30% de part de marché par rapport au tourisme, ce qui est considérable avec l'implantation de Bosch, de Cisco, d'IBM, du Central Énergie Atomique, d'EDF ou encore de Veolia, de Schneider Electric et de quelques autres encore auxquels nous avons dit non seulement on vous accueille pour monter vos laboratoires, mais en même temps nous faisons de notre territoire pour vous un territoire de jeu, un territoire d'expérimentation. Car pour dessiner cette ville du futur, pour revenir aussi aux fondamentaux du passé, il faut faire une ville intelligente à partir des technologies que l'on connaît et que l'on maîtrise aujourd'hui, et notamment des technologies à partir des objets interconnectés. Aujourd'hui, il y a à peu près 2 milliards d'objets interconnectés dans le monde. Dans les 3 ou 4 ans, on va monter à près de 20 milliards. La Smart City, aujourd'hui, c'est devenu un sujet absolument incontournable. Et parce que nous avons la chance, là où nos anciens avaient des conseils de développement pour planifier, maintenant d'avoir des outils prédictifs qui nous permettent de prédire l'avenir, de savoir, vous savez, c'est l'effet du papillon, le fameux effet papillon, où un battement d'aile de papillon au Mexique vous provoque une tornade en Floride. On se dit, pour régler un problème, je vais dessiner un boulevard comme ça va régler un problème de fluidité de circulation. Et puis on se rend compte 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard qu'on a provoqué un phénomène encore plus énorme parce qu'on n'avait pas anticipé ce qui allait se passer au bout du boulevard. Aujourd'hui, on a tous les outils pour pouvoir anticiper sur tout ça. Donc, à partir de ce postulat, et le tout inscrit dans une organisation territoriale nouvelle qui est celle d'une métropole, et pas une métropole urbaine, mais une métropole qui s'appuie sur sa ruralité. Bon, alors c'est vrai qu'on a un territoire un peu particulier, mais avec les 48 autres maires de notre territoire, nous avons dessiné volontairement un territoire pertinent qui s'appuie à 3123 mètres d'altitude au sommet du massif du Mercantour, le mont Gélas. On a dessiné tous nos bassins versants jusqu'à la Méditerranée pour pouvoir
avoir ce que j'utilise souvent comme image, la neige qui fond dans les lacs qui coulent dans les torrents dans les rivières dans les fleuves, et le tout qui se déverse dans la Méditerranée. Et faire un écosystème où, en matière d'énergie, en matière d'assainissement, en matière de traitement de l'eau et d'économie de consommation de l'eau, ce qui est devenu plus que jamais une exigence aujourd'hui, eh bien, notamment pour l'énergie, avec l'hydroélectrique, avec la filière bois, avec le solaire, avec le compostage, avec la valorisation des déchets, avec la géothermie, avec la houle marine, avec les microalgues, eh bien, nous sommes en train de passer de 3% de notre énergie produite par rapport à notre énergie consommée à 33% dans les 6-7 ans qui viennent de l'énergie produite par rapport à l'énergie consommée, en même temps qu'on a un plan climat-énergie qui nous fait réduire nos consommations énergétiques. Donc voilà le postulat que nous avons réalisé. On peut dire, lorsque je tenais le même discours il y a 11 ans, on me disait il est cinglé, il est fou. Bon, puis 11 ans plus tard, ça y est, c'est là, ça marche, c'est en place. Et avec au cœur de tout ça, l'organisation d'une mobilité à partir de laquelle on a tout requalifié. On a démoli tout le jetable, je dis bien démoli tout le jetable, puisque je peux vous prendre l'exemple sur la coulée verte qui est aujourd'hui emblématique, la photo aérienne de Nice, sur 12 hectares en cœur historique de Nice. On a reconstitué les deux rives du Paillon historique, au milieu de laquelle on avait construit une immense gare routière immonde et ignoble, avec une station-service, des parkings, des terrasses suspendues, etc. C'était le mur de la honte qui séparait la ville du XVIe siècle de celle du XIXe siècle. On a reconstitué les paysages et on a engagé un verdissement absolu. Et vous avez aujourd'hui en cœur de ville une nouvelle fertilisation végétale, animale, humaine, qui s'organise à très grande vitesse. Et en même temps, eh bien, on a continué notre travail de démolition, mais avec une logique de mobilité. Nous inaugurions vendredi dernier un nouvel axe de notre nouvelle ligne de tramway depuis l'aéroport jusqu'au croisement avec la ligne 1 de tramway nord-sud. Donc cette ligne est-ouest désormais met le cœur de la ville à 25 minutes des T1 et des T2 de l'aéroport. À la fin de l'année, arrivera sur le port de Nice et aussi à l'Alliance Riviera, notre enceinte sportive, dans la plaine du Var, et desservira à la fois les nouveaux quartiers, va desservir à la rentrée scolaire tous les pôles universitaires, dans une ville où nous sommes passés de 23 000 étudiants à 38 000 étudiants en moins de 10 ans, un nouveau campus universitaire dédié aux éco-industries et à l'innovation qui ouvrira ses portes au mois de septembre prochain à l'Institut méditerranéen des risques de l'environnement et du développement durable, avec les filières d'alternance avec les entreprises qui se sont implantées dans notre opération d'intérêt national. Et je vous donne un chiffre. Lundi dernier, mise en service commerciale de cet axe de tramway. Nous avons commencé à 45 000, mardi 47 000, mercredi 48 000. Tous les soirs, je demande le comptage. Hier soir, 51 000. 51 000 usagers jour. Il y a 8 jours, ils se déplaçaient comment ces gens? Et pourtant, ils se déplaçaient. Pourtant, ce trajet, ils le faisaient. Ils le faisaient autrement. C'était en voiture, c'était en bus, mais en tout cas, ça n'était pas avec un transport en commun en site propre. Et pour ce qui est des trajets des bus, cette ligne va nous permettre de supprimer de la surface publique, de l'emprise publique d'ici la fin de l'année, 800 bus par jour. 800. Et supprimant 800 bus qui ne cracheront plus des particules fines et qui utilisaient des couloirs bus, sur 8 km de couloirs bus, qu'est-ce qu'on fait? On plante près de 4000 arbres, et au milieu de ces 4000 arbres, on fait circuler des pistes cyclables. Donc voilà le nouveau paysage, avec en même temps autour de cette mobilité une requalification des espaces urbains, car bien évidemment,
L'avantage d'un chantier comme celui-là, c'est que sur les quartiers compliqués, complexes, dégradés du XXe siècle, car pour ce qui est des quartiers du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe, on a procédé à une réhabilitation du patrimoine, à une restauration absolument prodigieuse d'un patrimoine baroque, puisque nous sommes la seule ville baroque de France dessinée par les Turinois. Mais la ville du XXe siècle, qui est la ville jetable, on a profité de ce chantier de mobilité pour complètement requalifier les espaces et on voit tout de suite de nouvelles enseignes, les syndicats de copropriété qui d'eux-mêmes automatiquement procèdent à des ravalements de façades là où c'était du grand n'importe quoi et une vaste dégradation. La structuration de la plaine du Var avec la technopole de Nice Méridia qui nous a permis là aussi de mettre un terme à un mitage épouvantable et à dégager des casses automobiles avec des carters qui s'infiltraient dans les nappes phréatiques à ciel ouvert, des choses épouvantables. Donc voilà, 10 ans. 10 ans où nous avons engagé ce chantier, où certes il en reste à faire, mais maintenant le schéma directeur est en place, le schéma d'aménagement de transport est en place, puisque nous allons le poursuivre vers l'ouest en direction de Cagnes-sur-Mer dans la métropole et à l'est en remontant vers le nord dans la vallée du Paillon pour finir le maillage de mobilité qui est le nôtre dans la plaine du Var en direction des stations de sport d'hiver. On est une métropole qui gère aujourd'hui 7 ports et 5 stations de sport d'hiver, c'est assez exceptionnel, mais en tout cas c'est une situation enviable que nous essayons de valoriser. Voilà, vous m'avez invité en vous accueillant à vous traduire ce paysage. Bien évidemment, il faut faire appel aux meilleurs. On n'est pas censé tout connaître, tout comprendre. Je m'appuie sur des connaissances importantes. Je vous ai parlé des architectes urbanistes pour nos plans d'urbanisme. Et puis, il y a les grandes signatures architecturales où nous n'avons pas peur, là aussi, de faire appel à des choses assez révolutionnaires à travers des architectes comme Marc Barani, Jean Nouvel, Jean-Michel Villemotte, Fujimoto, Daniel Lipskin, l'homme qui a fait Ground Zero et qui aujourd'hui, en plein cœur de ville, à côté de la gare haussmannienne, Thiers, est en train de nous faire ce qu'on appelle le diamant que vous avez vu là, iconique. Et donc voilà, c'est aussi à l'aide de tous ces urbanistes, sans oublier Michel Pénat qui est pour nous l'architecte paysagiste qui nous accompagne sur la plupart de nos requalifications d'espaces verts ou d'aménagement d'espaces verts dans la ville. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de villes en France où on peut dire qu'en cette période on fait de la reforestation de cœur de ville. Plus au nord, puisque nous avons ouvert l'Alliance Riviera, nous avons l'ancien stade du Rail, qui aurait pu devenir une friche, parce que le problème, c'est que quand on arrête une activité, on se dit on verra bien dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ce qu'on y fait. Moi, j'ai une théorie selon laquelle, si on ne fait pas tout de suite, au bout de 10 ans, c'est un quartier qui meurt. Et donc, on a décidé tout de suite d'engager un programme de logement et surtout d'aménager une petite forêt de 3 hectares sur cet espace avec acrobranche, etc., que nous livrerons à la rentrée. Et c'est déjà une relance et une dynamique dans ce quartier, avec un peu plus bas aussi, vous l'avez vu, l'aménagement d'une gare ferroviaire ancienne qui desservait le nord des Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes jusqu'à Digne et jusqu'à Saint-Auban. On appelle ça le train d'Épines historiquement. C'était devenu une friche parce que mes prédécesseurs depuis 30 ans l'avaient laissé se dégrader, alors que c'est une halle magnifique qui avait servi de pavillon à l'Autriche-Hongrie à la fin du 19e siècle, à l'exposition universelle du 19e siècle à Paris, et qui a été réalisée par Gustave Eiffel, transportée ensuite à Nice pour aménager cette gare. Nous l'avons fait démonter, on l'a fait traiter, on s'est conformé aux préconisations de l'architecte et des bâtiments de France. On y a fait à la fois une médiathèque et une bibliothèque, et de l'autre côté une hall fooding on peut la trouver à Lisbonne ou avec Italie à New York par exemple.
On l'a ouverte au mois de mai dernier, après 5 ans de chantier. Et on a là aussi relancé un quartier, reconquis un quartier qui n'avait cessé de se dégrader. Aujourd'hui, la reconquête de ces quartiers anciens abandonnés au fil des ans est essentielle pour que la vie dans la cité soit équilibrée dans chacun de ces quartiers. Voilà l'esprit dans lequel nous travaillons. Et bien évidemment qu'il y ait une institution comme la vôtre, un groupe de presse comme le vôtre, qui porte les projets des uns et des autres, qui les fasse partager, qui amène à ce qu'on débatte autour d'eux. Vous êtes pour nous aussi un outil de réflexion important, d'échange important, de communication important. Et donc je vous remercie à cet égard d'être venu à Nice pour tenir ce 4e forum, en vous souhaitant à toutes et à tous que vous soyez des élus venus de l'extérieur, que vous soyez des architectes, des ingénieurs, des urbanistes, des hommes et des femmes d'aménagement du territoire en général, et notamment du numérique, parce que la ville intelligente, croyez-moi, c'est un sujet très très fort. Voilà, de plus en plus, on se rendra compte que permettre, ne serait-ce que sur la circulation automobile, de réguler automatiquement les feux par rapport à l'augmentation des flux, à l'anticipation de ce qui se passe une heure avant à un endroit X pour aller vers un endroit Y, faire les économies d'énergie sur les éclairages publics, de faire du stationnement intelligent, de faire du traitement des ordures ménagères et du ramassage des déchets de manière intelligente et pas avec une noria de poids lourds qui, à 22h ou à 23h ou à 5h du matin, est envoyée dans tous les coins de la ville, là où on peut parfaitement, lorsque simplement un conteneur arrive aux 2/3, d'envoyer juste un véhicule pour régler le problème à la fois de manière sanitaire et le faire au cas par cas, ce qui vous permet de réduire de près de 2/3 votre flotte de ramassage de l'ensemble des déchets. Ce sont autant des charges d'économie de fonctionnement, car ce n'est pas un des moindres sujets. Tout ce que nous faisons là, nous le faisons dans le cadre des nouvelles règles fixées par Bercy, qui exige que nous ne dépassions pas le 1,2% d'augmentation des charges de fonctionnement, que nous ne dépassions pas les 12 années de capacité de remboursement de la dette, et tout ce que je viens de vous évoquer sur le dernier compte administratif, que ce soit celui de la ville ou de la métropole, nous sommes en moyenne non pas à plus 1,2, on est à moins 1,4. Bon, ce qui est sans doute un des meilleurs scores de France sur nos charges de fonctionnement et sur notre capacité de remboursement de la dette. On est en moyenne entre 5,8 années et 6,2 années. Donc voilà ce qui nous permet en même temps, sur un certain nombre de subventions et de financements de l'État, d'avoir une bonification et de la part des instances européennes aussi des financements européens extrêmement conséquents. On est monté de plus de 300% d'augmentation sur les 5 dernières années de financement européen. Ça aussi, sur des projets urbains qui répondent aux critères de Bruxelles, pouvoir être extrêmement présent sur ces sujets, ça compte beaucoup pour nous accompagner, car bien évidemment, tout ce que j'ai évoqué, sans financement équilibré à la clé, c'est extrêmement compliqué. La collectivité, elle seule, ne pourrait pas les assumer. Voilà, pardon d'avoir été un petit peu long, mais je suis tellement passionné par ce sujet, qui est pour moi d'ailleurs le seul sujet qui me passionne encore. Celui qui me passionne le plus, c'est l'homme, c'est la femme, c'est l'enfant. C'est la dimension humaine dans la cité. Voilà. La ville, c'est la vie. La vie au cœur de la ville. Car bien évidemment, faire un tramway, des stades, requalifier un patrimoine, etc., c'est un emballage. Mais si au milieu, on ne voit pas le bien-être et le bonheur des gens, ça ne sert à rien. Donc la priorité, c'est le bonheur. Deuxième, c'est ce sujet-là. Après, la politique, j'ai envoyé valdinguer ça depuis longtemps. C'est terminé. Comme on me dit, vous pensez quoi de ceci, quoi de cela, vous êtes avec qui, les LR, les LREM, les ceci, les cela. D'accord. Je fais de l'administration territoriale et foutez-moi la paix. Et le reste, ça me va très bien. Voilà, en tout cas, puisque le législateur a voulu qu'on sépare les parlementaires des élus locaux, quand on est élu local, on n'est rien que ça, et c'est notre parti. Merci de m'avoir invité à ouvrir ce forum.